les opportunités et défis des métiers du sport en Afrique et dans l'espace francophone. Défis et opportunités. Donc j'ai introduit monsieur le directeur du complexe Mohamed VI de football, qui est également inspecteur des stades à la Fédération africaine de football. Monsieur Omar Aïdara, expert en management du sport, mais également représentant pays du réseau international francophone pour le sport, représentant la République du Sénégal, mon cher pays, qui m'a permis aussi d'être là au niveau de l'ISESCO du Maroc. Et aussi monsieur le directeur technique du comité national olympique marocain. Monsieur le directeur du complexe, oui, bienvenue. Monsieur le directeur du complexe Mohamed VI de football, inspecteur des stades de la Fédération africaine, vous avez vraiment une multiple casquette. Ah, ben parfait. Alors je pense que je me tourne vers vous. Merci. Alors, vous avez une multiple casquette qui vous a donné, bien sûr, une expérience des enjeux communautaires, nationaux, régionaux et peut-être avec une dimension internationale. La question que je voudrais vous poser d'abord, qu'est-ce qui fait de vous, M. Hassan Harbouch, devenu inspecteur des stades de la Fédération africaine de football et représentant du sport? Je pose la question pour inspirer notre jeunesse qui est là, qui a besoin de savoir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous a permis d'être là à ce jour en tant que représentant du métier des sports. Merci. Merci madame. Merci madame. Ça me fait plaisir et je suis honoré d'être parmi vous pour partager cette journée d'études, de recherche au sein de la faculté des sciences d'éducation de l'université Mohamed V. Tout d'abord, je suis un pur produit du sport, donc moi j'étais athlète, formation, puis j'avais fait un parcours genre STAPS au Maroc, donc tout ce qui est formation en sport, donc j'étais dans cet élan, et puis j'ai travaillé à la Fédération de foot. J'ai organisé des compétitions internationales au niveau du Maroc, au niveau de l'Afrique, un peu partout, et que le fait d'avoir cette casquette pour l'inspection en fait des stades, c'est pour beaucoup plus pour les conformités, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes un peu partout en Afrique, des problèmes en termes d'évacuation des spectateurs, en termes de tout ce qui est hooliganisme, en termes de sécurité, même par rapport aux tribunes, par rapport à l'organisation des méga événements. Et par la suite, ça m'a permis au moins d'avoir lors des compétitions internationales, savoir les choses principales dans lesquelles il faut prendre en considération pour que, bien sûr, ces compétitions, que la sécurité d'abord, elle prenne sur la compétition elle-même. Parfait. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des leçons apprises durant ces nombreuses années de carrière qui vous a permis d'avoir le niveau national et puis aussi au niveau régional? Déjà, mon travail de base, en fait, je suis directeur du complexe Mohamed VI, donc c'est un grand centre, c'est l'un des meilleurs au monde, en fait. C'est à 35 hectares, là où il n'y a que l'élite, en fait. Pour vous donner juste une idée, il y avait cette année dans les 40 000 nuitées au complexe. Donc en stade, de l'hôtellerie, un médical de 7000 m², c'est des conditions d'élite et qui, bien sûr, ça permet bien sûr à tous les jeunes, au niveau régional, au niveau des clubs, au niveau des académies, d'exceller pour, bien sûr, un jour être dans l'excellence en termes de compétition. Et je ne sais pas quand est-ce que je peux faire juste une petite présentation. Ça vous donne une idée déjà de parler sur en fait la francophonie, sur
sur les lacunes, sur tout ce qui peut bien sûr apporter à l'Afrique et à toute la zone francophone. Effectivement, après un petit tour de passage interactif, plus de dynamisme dans les partages, nous laisserons le temps de partager avec nous effectivement les leçons apprises en termes de bien sûr force, faiblesse et de défis. Et je passerai à mon cher compatriote M. Oumar Aïdara, expert en management du sport. Là, votre portefeuille nous permet un peu de parler des ressources humaines en matière du métier du sport. En termes quand on parle de ressources humaines, bien sûr, c'est la formation, c'est la qualité de la formation. Nous allons également parler de l'équilibre également des gens présents entre hommes et femmes dans les métiers sportifs, la question de l'inclusion. Si vous avez, un message fort à partager aujourd'hui en tant qu'expert en management du sport, quelles seraient les recommandations majeures pour une meilleure accessibilité, un meilleur accès du métier du sport à la jeunesse et aux femmes? Oui, bon, merci de m'avoir donné l'opportunité déjà de participer à ce programme au Maroc. Effectivement, je suis le représentant du Sénégal. C'est un réel plaisir de venir assister à cette activité, mais aussi d'être panéliste. C'est vrai que M. le Président m'a inclus dans un panel composé de hautes personnalités très expérimentées, donc je salue au passage mes co-panélistes, mais je vais quand même faire l'effort de donner quelques idées par rapport au thème donné. C'est vrai que j'ai un plan qui a été déjà dégagé, mais comme vous avez posé une question directe, on va essayer d'apporter une réponse par rapport à ça. Déjà, le manager que je suis fait partie des formations de base qui aujourd'hui élargissent la palette de possibilités pour les acteurs de s'orienter vers les métiers sportifs. Donc quand on parle de management, ça touche presque une multidisciplinarité qui peut effectivement travailler de façon transversale dans tous les secteurs sportifs, mais aussi dans toutes les disciplines sportives. Donc ce programme de management se déroule à Dakar actuellement, et chaque année on a des auditeurs qui viennent d'un peu partout du continent africain et qui participent, et à la sortie ils ont un diplôme qui leur confère ce titre de manager. Ils ont tout de suite les capacités d'intervenir dans les organisations sportives, de collaborer avec les fédérations, d'aider aussi les athlètes, de les accompagner. Donc ça englobe un tout petit peu tout ce qui gravite autour du sport. Maintenant, la difficulté, c'est que quand on revient autour du thème qui nous réunit aujourd'hui, où il est question effectivement de proposer quelque chose aux jeunes qui ne sont pas des jeunes qui ont fait des études, là ça devient beaucoup plus complexe. Et pour mettre un peu en relation avec le panel de tout à l'heure, la question de l'emploi autour de ces jeunes est relative à la question aussi de vulnérabilité sociale, qui a inclus tout à l'heure le thème autour duquel il a été question de développer une possibilité pour ces jeunes vulnérables de pouvoir trouver de l'emploi. Donc je pense que c'est très profond en termes de problématique, parce que si c'est quelqu'un qui est instruit, on peut tout de suite l'amener à faire une formation dans la suite logique de son niveau intellectuel, en management sportif, etc. Mais si c'est un jeune maintenant qui n'est pas instruit, c'est là où le problème se situe. Et il faut que le diagnostic soit profond, parce qu'il y a des métiers qui demandent un niveau intellectuel très élevé, il y en a d'autres qui demandent tout simplement un accompagnement. Par exemple, pour être entraîneur de football, il y a des critères d'identification de ces profils-là. Et au Sénégal, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais au Sénégal, pour être entraîneur de foot, il suffit d'avoir la licence D, et c'est sur la base du baccalauréat. Donc pour être un profil qu'on peut recruter en tant qu'entraîneur, tu démarres par la licence d'initiateur, et pour cette licence, obligatoirement, tu dois avoir le bac. Je ne sais pas si c'est le cas au Maroc. Je pense que le cursus fédéral de sport de haut niveau n'a rien à voir avec l'universitaire ou le scolaire, parce qu'en fait, déjà au Maroc, il y a 16 niveaux de formation en termes des entraîneurs. Donc aussi bien pour des certificats de la Confédération africaine que pour les locaux. C'est-à-dire qu'il y a la licence D, la licence C, la licence B, la licence D, la licence Pro et la licence Pro 4. Donc, et qui n'a rien à voir avec le baccalauréat. C'est-à-dire que
n'importe qui, s'il était un ex-joueur, ou quelqu'un qui est intéressé et qui est dans le club, il peut toujours en fait postuler en fait pour la formation des entraîneurs. Bonne question, bonne intervention. Bonne intervention qui nous permet un peu de parler d'aborder un peu cette dialecte entre vulnérabilité et inclusion. Monsieur Hassan disait tout à l'heure que le fait d'être champion, ça veut dire, en fait, ça découle d'une certaine résilience et peut-être une force dans le contexte de vulnérabilité. Vous, en tant qu'expert en management du sport, quels sont les efforts que vous êtes en train de faire en tant que représentant du LUPS, mais aussi en tant qu'expert, pour faciliter, pour faire de cette vulnérabilité une force en matière de renforcement de l'équipe de sport? Oui, il faut déjà concilier le plaisir à la pratique sportive, parce qu'en fait, la base, c'est ça. Personne peut être vulnérable sur le plan social en général. Mais le sport, en tout cas, pour ce qui concerne le Sénégal, nous permet même d'éduquer et d'orienter. Donc, le professeur en sciences politiques en a parlé tout à l'heure. Parce qu'on peut se focaliser sur le sport pour désorienter, par exemple, un jeune qui avait envie de transgresser aux normes d'un État, d'aller vers la délinquance et tout. Donc, ça nous permet de mettre en relation cette capacité qui s'endorme à une personne qui naturellement pense ne pas avoir les possibilités de s'en sortir, mais il est facile de le tirer et de l'amener vers les métiers sportifs parce que c'est l'envie d'abord. C'est l'envie et puis il y a de l'émotion qui tourne autour d'un jeune par exemple qui pratique le football et qui est un jeune qui fait de l'athlétisme. À mon avis, quand on parle de sport, on parle d'abord d'émotion, on parle de plaisir. Donc comment faire maintenant pour mettre un lien entre ce plaisir éprouvé et maintenant l'éducation ou bien la formation qu'il faudra mettre en parallèle pour façonner la personne, mais à travers effectivement ce qu'il ressent d'abord. Parce que ça c'est très important. La personne se sent vulnérable quand il se sent incapable de produire quelque chose. Quand il se sent par exemple au fond d'elle de ne pas avoir les capacités de produire quelque chose. Mais quand on touche un peu cette possibilité des performances sportives, on peut à travers cela, à mon avis, réveiller quelque chose qui pourrait effectivement être en relation avec ses capacités qui pourront lui permettre non seulement de faire une carrière, mais aussi de devenir quelqu'un qui pourra former éventuellement d'autres jeunes qui pourraient donc faire une carrière au même titre que lui. Donc c'est très compliqué, très complexe. Dans les pays, il y a une certaine différence d'approche, parce que ce qui est valable au Maroc ne l'est pas forcément au Sénégal. Mais tout ce que nous essayons de faire au Sénégal, c'est d'essayer de mettre en relation tout ce qui est protection sociale en général et tout ce qui est sport dans sa multidiscipline. Effectivement, nos différences constituent également des forces en termes de partage de bonnes pratiques et de connaissances et d'expérience. Donc nous allons passer au directeur technique du Comité national olympique marocain. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces opportunités et défis de l'équipe du sport en rapport avec l'engagement du Comité national olympique marocain? Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'organisation de cette rencontre. C'est toujours, je dirais, instructif d'échanger entre nous et puis de croiser nos regards sur ce phénomène qui s'appelle le sport. Mais avant, je voudrais juste vérifier quelque chose qui me titille depuis un moment. Je voudrais savoir si les jeunes qui sont avec nous ils comprennent bien ce qu'on dit ou pas. Ou il faut traduire. Les jeunes? Oui. Qui fait mon mziel. Ça va? Je compte sur vous pour traduire. Merci beaucoup. Je vérifie juste si c'est le futur, notre jeunesse, s'ils comprennent bien ce qu'on dit parce que c'est intéressant, ça les concerne. Alors, est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que dans le sport il y a des opportunités professionnelles? Est-ce que c'est un secteur porteur, économiquement parlant, pour faire travailler du monde? Oui, oui. Alors, je vais vous donner un chiffre très intéressant. Le marché du travail dans le domaine du sport augmente tous les ans de 17%. 17%. Et selon les études, dans les 10 premières années, il va garder cette cadence entre 15 et 20%. Et je parle au niveau africain, je ne parle pas qu'au niveau marocain. Alors, au niveau marocain, cette tendance va augmenter parce que, comme vous le savez tous, il y a la Coupe, il y a la CAN, et puis il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2030.
Et donc la Coupe du Monde, ce sont des infrastructures, et ces infrastructures, il faut bien les faire tourner. Et dans ce cadre-là, il va y avoir vraiment un développement du marché du travail par rapport au sport. Alors quels sont les secteurs qui sont concernés? On retrouve toujours l'entraîneur de sport dans le club, le coach, qu'on appelle aujourd'hui le coach sportif, un développement évident. Puis il y a tout ce qui est événementiel, et vient un nouveau métier qui est en train d'émerger. Je pense que la Fédération royale marocaine de foot l'a bien compris il y a quelques années et a bien apporté la réponse, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de sports. Ce sont les gestionnaires d'infrastructures sportives qui manquent terriblement. Donc aujourd'hui, on trouve un gardien gentil comme tout, hein. Mais bon, son travail, ce n'est pas de gérer une infrastructure sportive, son rôle est d'être là, le gardien de l'infrastructure. Donc, dans là, il y a une grande opportunité. Et puis, il y a un autre secteur qui arrive, tout ce qui est nouvelles technologies et sport. Donc, il y a un développement phénoménal. Mais quand je dis nouvelles technologies, pas que par rapport à l'intelligence artificielle, mais par rapport à tous les outils technologiques qu'on peut utiliser pour, en même temps que je cours, je mesure la fréquence cardiaque. Pardon, la fréquence cardiaque, le VO2 max, etc. Il y a aujourd'hui, on est tous connectés avec une montre qui va mesurer les heures de sommeil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ingénieurs de données, de data, qui vont collecter ces informations pour profiler, pour dire comment on peut orienter l'entraînement, l'éducation physique et sportive, mais aussi la haute performance. Donc il y a un secteur qui s'ouvre par rapport à la nouvelle technologie. Et puis le dernier qui arrive un peu plus au Maroc, en Afrique, et je parlerai beaucoup plus de l'Afrique, tout ce qui est métier lié à la préparation mentale et à l'accompagnement mental des sportifs, et essentiellement des sportifs de haut niveau. Mais pas que, parce que des gens qui font du sport, qui commencent en septembre et qui s'inscrivent dans un club qui paye parfois cher, au bout de quelques séances, ils abandonnent. Ils disent mais j'ai du mal à trouver ma motivation, etc. Donc même ces personnes-là peuvent bénéficier du service d'accompagnateur mentaux pour maintenir cette motivation sur la durée. Alors quels sont maintenant les défis, ou je dirais les zones de progression? Le premier défi, c'est la formation. Vous allez me dire tous, il y a plein de formations, il y a des masters en management du sport, il y a l'institut qui fait la formation professeur de PS, etc. C'est bien, mais ça ne concerne pas une grande partie de notre population qui intervient quotidiennement dans le sport. Et je parle d'entraîneurs de club. Alors je vais vous donner des chiffres. Au Maroc, mais j'ai élargi l'étude à quelques pays africains que j'ai rencontrés, entre autres dans les Jeux africains. 80-90% des coachs dans les clubs, essentiellement les clubs de quartier, qui sont majoritaires par exemple au Maroc et aussi dans les pays africains, 80-90%, je le répète, n'ont aucune formation scientifique pour enseigner le sport. Encore moins pour faire du sport de haut niveau. Bien sûr, ils font de bons résultats. Ils ne font que calquer ce qu'ils ont appris pour le transmettre aux autres, avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Ça se réduit un peu dans les sports collectifs, on trouve beaucoup plus de coachs qui sont professeurs de PS en parallèle, ou bien dans le foot, où la fédération a mis, vous me corrigez, depuis une dizaine d'années, l'obligation d'être formé pour enseigner le foot, ce qui n'est pas le cas dans les autres sports. Donc c'est un premier défi. Nous trouvons beaucoup de formations, je le répète, en master de haut niveau, qui sont post-bac, mais très peu, voire aucune formation sérieuse. Pour moi, une formation sérieuse, c'est une formation étalée au moins sur une année. Je ne parle pas des formations cocotte minute, on fait en 3 jours ou en 1 semaine. On va dire, je suis éducateur sportif. Je pense qu'il faut un peu plus de sérieux, un peu plus de contenu scientifique, comme physio, péda, communication, anatomie, etc. Donc ça n'existe pas au jour d'aujourd'hui, ou bien très peu et pas assez développé dans tous nos pays africains. Deuxième défi, c'est l'image du sport. Là, on est entre pratiquement sportifs, on dit tous super, le sport c'est bon, le sport c'est excellent, etc. C'est vrai, enfin avec quelques nuances. Je reviendrai peut-être tout à l'heure, entre autres sur, j'ouvre la parenthèse, sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques aujourd'hui, malgré toutes les performances que nous réalisons,
il faut aussi faire attention au revers de la médaille. Ce n'est qu'une démonstration des pays puissants sur d'autres pays. D'accord? On ne fait pas la guerre avec les armes, mais on fait la guerre solidaire, comme on appelle, sur le terrain pour montrer nos puissances. D'accord? Et c'est toujours le même scénario qui se répète. Entre autres, hein. Et je ne veux provoquer personne. Mais écoutez, c'est excellent ce que vous êtes en train de dire, hein, pour ne pas vous interrompre. Juste, si vous permettez, vous avez abordé une question fondamentale, c'est-à-dire comment vous visitez notre approche du sport pour connaître des politiques sportives qui répondent non seulement à nos besoins, mais à nos réalités. Ouais. Et le deuxième point que vous avez souligné tout à l'heure, en posant la question aux jeunes s'ils ont compris ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que quand nous sommes en train de parler de jeunesse et inclusion socio-économique, je pense que le langage doit pouvoir refléter le niveau de nos jeunes, qui comprennent nos messages, de voir comment cette présente conférence peut les accompagner à mieux découvrir le potentiel de l'écosystème du sport. Et là, j'apprécie beaucoup cette approche que vous avez. Et en parlant de politique alors, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on puisse avoir des politiques publiques plus sensibles aux besoins sportifs du monde francophone, mais aussi de l'Afrique, en tenant compte de la dimension jeunesse, vulnérabilité et femmes, surtout ces trois aspects? Si je peux me permettre de continuer sur ma lancée, c'est d'être un peu franc avec la jeunesse. Un espace qui institutionnalise la violence. Je suis désolé quand je vois un combat de MMA où les gars sont en train de se massacrer mutuellement. Je pense que c'est une image très violente. Et il y a beaucoup de familles qui ne se retrouvent pas là-dedans. Je n'ai rien contre le MMA, hein, qu'on soit d'accord. Parfois, on retrouve la même chose sur un match de foot, ou sur un match de karaté, ou sur un match d'autres sports. Hein. Donc, il y a aussi une espèce de violence qu'il faudrait aussi, à un moment ou l'autre, qu'on en parle et dire comment on peut faire, comment parler à notre jeunesse, à qui on va dire, ben non, c'est pas bien d'être violent, mais en même temps, on leur montre des choses qui expriment vraiment de la violence à l'état brut par l'intermédiaire du sport. C'est une réalité. Et je terminerai un petit peu là. Enfin, je suis désolé hein, de jeter un poids dans un espace où on supprime le sport. Oui, on est d'accord. Mais si on veut aller plus loin, peut-être qu'il faudrait aussi mettre en exergue les réalités qu'on découvre dans le sport. Et donc, du coup, je parle de cette violence parce que moi, quand je parle avec beaucoup de familles, et tu dis, ah oui, le sport c'est bien, mais mon fils, je veux qu'il fasse des études de maths et de physique. Parce qu'il n'y a pas d'avenir dans le sport. Et quelque part, ils ont raison. Quelque part, ils ont raison. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé. Sur 10 000 sportifs de haut niveau, on en retient combien à votre avis? Maximum 5, 10. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait des autres? Donc, s'il n'y a pas de backup pour justement prendre en charge, je dirais, cette politique sportive qu'on veut à tout prix, ben, je pense qu'on créera de la frustration, on créera aussi, je dirais, beaucoup de problématiques qu'il faudrait résoudre quelque part. Voilà. Bon, je suis désolé si j'étais sur des terrains un petit peu sensibles, mais voilà, je préfère être un peu dans le contexte. Merci de ce partage franc. Vous savez que nous veulent également la réalité du monde sportif. La réalité du monde sportif dans cette université, avec des efforts bien sûr à consolider pour plus de ce